Imaginons un instant une figure historique unique, un personnage dont l'héritage est revendiqué simultanément par des prêtres païens de l'Antiquité, des savants de l'islam médiéval, des moines chrétiens de la Renaissance et même des mystiques juifs. Ouais, c'est déjà un CV plutôt chargé, hein. C'est clair. Et un être qui n'est pas confiné à un seul rôle, hein. Il est décrit à la fois comme un dieu à tête d'oiseau, un roi qui aurait survécu au déluge universel, un philosophe d'une sagesse inégalée et carrément le fondateur absolu d'une discipline aussi secrète que l'alchimie. C'est vrai que c'est un profil qui défie totalement notre logique historique moderne, en fait. Normalement, l'histoire, elle cherche à classer, à dater, à isoler les faits. Hmm. Mais avec cette figure, on entre de plein pied dans un domaine où les frontières entre la théologie, la magie et la philosophie, elles s'effacent complètement, quoi. Et cette figure, c'est Hermès Trismégiste. Le point de départ de notre exploration d'aujourd'hui, ça la pose sur une véritable montagne de textes fascinants. On a épluché des encyclopédies d'histoire des religions, des analyses philosophiques très pointues et bien sûr les sources primaires. Les incontournables, oui. Exactement. Le mystérieux Corpus Hermeticum et la célébrissime Table d'émeraude. Alors, le but aujourd'hui, c'est pas de débattre de la validité scientifique de la magie ou de l'occultisme, hein. Non, bien sûr que non. L'énigme qui nous intéresse est beaucoup plus profonde. Je suis vraiment fascinée par cette question. Comment un personnage manifestement composite, enfin une vraie construction mythologique, a-t-il pu tromper et fasciner les plus brillants esprits de l'humanité pendant des millénaires? Ouais. Et surtout, comment sa vision du monde continue en fait de structurer secrètement une grande partie de la pensée moderne. Parce que pour comprendre cette illusion magistrale, il faut vraiment remonter à la source de la fusion. La fameuse collision tectonique. Voilà, c'est littéralement la rencontre-choc entre deux des plus grandes civilisations du monde antique. Et tout commence dans la vallée du Nil avec une divinité égyptienne primordiale qu'on appelle Thoth. Alors Thoth, pour remettre un peu le contexte, il est généralement représenté dans les hiéroglyphes avec une tête d'ibis. Tu sais, ce grand oiseau au bec très courbé. Tout à fait, ou parfois sous la forme d'un babouin d'ailleurs. C'est ça. Mais au-delà de ces représentations animales, quelle était sa vraie fonction en fait dans l'esprit d'un Égyptien de l'Antiquité? Sa fonction, elle est vertigineuse. Thoth, c'est pas un dieu de la guerre ou de l'agriculture, pas du tout. Il est le principe même de l'intellect cosmique. D'accord. Dans le Panthéon, et surtout dans la ville de Shmum, qui était son principal lieu de culte, c'est le maître des hiéroglyphes. C'est l'inventeur des mathématiques, de l'astronomie, du calcul du temps. Mais sa caractéristique la plus redoutable, c'est qu'il est le dieu de la magie. La magie. Ouais. Dans la théologie égyptienne, on le qualifie de langue de Ptah ou de cœur de Ré. Attends, ça implique une mécanique très spécifique liée au langage, non? Parce que là, on parle pas de jeter des sorts avec une petite baguette magique, quoi. Non, non, pas du tout. La magie égyptienne, ce qu'ils appellent le Eka, ça repose sur l'idée que le monde a été créé par le Verbe. Thoth, en fait, il connaît les articulations secrètes de la réalité. Donc, les mots ont un pouvoir physique. Exactement. L'idée sous-jacente, c'est que si on prononce un mot avec l'intonation vibratoire parfaite, avec la résonance acoustique exacte, l'univers est littéralement forcé de s'y conformer. Le mot ne décrit pas la réalité, il devient la réalité. Waouh. Et Thoth, c'est celui qui détient ce dictionnaire fondamental de la création. D'accord. On a donc cette divinité égyptienne immensément puissante. Et puis, un événement politique majeur survient, les conquêtes d'Alexandre le Grand et l'établissement de la dynastie des Ptolémées en Égypte. Le fameux choc des cultures. Voilà, les Grecs s'installent et avec eux arrive un concept que je trouve absolument fascinant, qu'on appelle l'interpretatio graeca. C'est en gros cette tendance culturelle qu'avaient les Grecs à traduire les divinités étrangères dans leur propre système de croyance. C'est exactement ça. Et cette rencontre, elle se produit principalement à Alexandrie, qui était le grand creuset culturel de l'époque. Les intellectuels grecs, ils observent Thoth. Ils voient un dieu qui gouverne l'intellect, qui transmet les messages divins, qui guide les âmes et qui manie le logos, c'est-à-dire le discours et la raison. Le parallèle est vite fait du coup. Ouais, pour eux, l'évidence saute aux yeux. Ils l'identifient immédiatement à leur propre dieu, Hermès. Mais attention, c'est pas juste une petite comparaison poétique dans 2 ou 3 textes obscurs. Cette fusion, elle devient une véritable politique d'État. Ah oui, avec des preuves archéologiques même. Totalement. La preuve la plus frappante, elle se trouve sur la pierre de Rosette, gravée en 186 avant notre ère. Ah, la fameuse pierre qui a permis à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes.
elle-même. Et c'est génial parce que sur cette stèle bilingue, là où le texte en égyptien, démotique ou hiéroglyphique invoque le grand Thoth, la traduction officielle en grec, elle nomme Hermès. Donc la fusion est actée noir sur blanc, quoi. Voilà, et ça donne naissance à une entité toute nouvelle, Thoth Hermès. Ce qui m'intrigue vraiment là-dedans, c'est la mutation qui suit. Parce qu'on passe d'un dieu cosmique, immortel, à une sorte de figure de patriarche, un humain sage et terrestre. Et soudainement, les sources commencent à multiplier les Hermès. Il y en a partout. Ouais, cette fragmentation, c'est un effort de rationalisation très typique de l'Antiquité tardive et du Moyen-Âge. Les érudits, en fait, ils se retrouvent face à un corpus de connaissances beaucoup trop vaste pour un seul être humain. C'est pas crédible pour un seul homme. Exactement. Alors, ils étalent la légende dans le temps. L'astrologue perse Alboumassar, par exemple, il écrit au IXe siècle qu'il y a eu 3 Hermès distincts. Le premier aurait vécu avant le grand déluge biblique. Il aurait construit les pyramides d'Égypte pour y cacher les sciences mathématiques et astronomiques, histoire qu'elles survivent à la catastrophe. Et les 2 autres, alors? Eh bien, le deuxième Hermès, il aurait vécu en Babylonie après le déluge, et c'est lui qui aurait enseigné les mathématiques à Pythagore. Rien que ça. C'est ça. Et le troisième, enfin, il aurait vécu dans l'Égypte post-diluvienne et serait le véritable fondateur de l'alchimie et de la médecine. C'est un processus fascinant. On retrouve d'ailleurs des échos de ces légendes fabuleuses dans la tradition islamique. L'explorateur Ibn Battuta rapporte comment ce constructeur de pyramides est assimilé au prophète Idriss ou encore à Enoch dans la tradition biblique. Tout à fait. Et ça explique aussi son nom de famille très particulier, Trismégiste. Ah oui, ce terme de trismégiste, ça illustre parfaitement la mécanique de cette fusion culturelle. En fait, en égyptien ancien, pour marquer l'excellence suprême d'un dieu, on répétait l'adjectif grand 3 fois. Le fameux grand, grand, grand. C'est ça. Et les Grecs ont pris cette formule grammaticale égyptienne, très littérale, et l'ont traduite en un seul mot grec, trismégistos, le 3 fois grand. D'accord. Et par la suite, les commentateurs médiévaux ont justifié ce titre en expliquant qu'il était le plus grand des philosophes, le plus grand des prêtres et le plus grand des rois. Pour résumer un peu cette première étape, en fait, je pensais à une analogie. On pourrait voir ça comme un logiciel en open source. Tu vois. Un logiciel, comment ça? Mais le mythe de base est là. Il est public, malléable, et chaque grande civilisation vient télécharger ce mythe pour y greffer ses propres lignes de code. Ah, je vois, ouais. Les Grecs ajoutent la philosophie du logos. Des auteurs chrétiens, comme Lactance, y insèrent des lignes de code pour faire de lui un prophète païen qui aurait carrément annoncé la venue du Christ. Les savants arabes l'assimilent à leur propre lignée prophétique, et à la fin, on obtient un programme spirituel d'une autorité imbattable. Tout le monde, de l'Orient à l'Occident, s'incline devant Hermès Trismégiste. C'est une excellente métaphore. Et elle explique bien pourquoi ces textes ont circulé avec une telle ferveur. Parce qu'une autorité absolue, ça nécessite une bibliothèque à sa mesure, quoi. L'auteur chrétien Clément d'Alexandrie, par exemple, affirme que les prêtres égyptiens défilaient avec les 42 livres essentiels d'Hermès. 42, d'accord. Mais le prêtre égyptien hellénisé, Manéthon, lui, il avance un chiffre complètement ahurissant. Selon lui, Hermès aurait écrit 36 525 livres. Attends, c'est un chiffre d'une précision déconcertante pour un mythe. Ça sort d'où, ça? La mécanique derrière ce chiffre, en fait, elle n'est pas éditoriale. Elle est astronomique. Ce nombre est intimement lié au cycle temporel égyptien et surtout à la révolution cosmique de l'étoile Sirius qui régissait les crues du Nil. Ah, donc c'est symbolique. Exactement. Dire qu'il a écrit 36 525 livres, c'est une façon codée de dire que sa connaissance englobe la totalité du temps cosmique. Bah oui, parce qu'évidemment, on n'a pas 36 000 livres dans nos archives aujourd'hui. Malheureusement non. Ce qui nous est concrètement parvenu et qui a été rédigé dans l'effervescence d'Alexandrie autour des 2e et 3e siècles de notre ère, c'est ce fameux Corpus Hermeticum, ainsi qu'un long dialogue philosophique latin nommé l'Asclepius. Et quand on ouvre ces textes, on découvre une véritable cosmologie. Le joyau de ce corpus s'appelle le Poimandrès, le pasteur des hommes. Et quel joyau! Le Poimandrès, ça relate une vision mystique de la création de l'univers et de la condition humaine. La thèse centrale, c'est que l'être humain possède une double nature. C'est-à-dire ? Eh bien, on possède un intellect divin, lumineux, immortel. Mais ce noyau, il est enfermé dans une enveloppe matérielle et mortelle. Et le texte explique cette condition par une métaphore cosmique vraiment vertigineuse, la descente de l'âme. Et comment ça se passe, cette descente concrètement dans leur conception? Parce que c'est pas juste une chute abstraite, si je comprends bien. Non, c'est un processus très mécanique. Selon l'hermétisme, avant de naître sur Terre, l'âme pure glisse à travers les 7 sphères planétaires qui entourent notre monde.
Et chaque planète agit un peu comme une douane cosmique. Une douane? Ouais, une douane qui dépose une couche matérielle, une passion ou un vice sur l'âme. En traversant la sphère de Saturne, par exemple, l'âme acquiert la mélancolie. En passant Mars, elle hérite de la colère. Par Vénus, le désir charnel. Et tout ça s'accumule. Exactement. Quand l'âme arrive enfin dans un corps de chair, elle est complètement alourdie, enveloppée de toutes ces couches planétaires qui l'endorment en fait, et lui font oublier son origine lumineuse. D'où l'importance de se réveiller. Et c'est là qu'intervient le concept fondamental de la gnosis. La fameuse gnose, oui. Parce que dans le langage hermétique, la connaissance, ça consiste pas à mémoriser des équations ou des dates d'histoire. La gnosis, c'est un électrochoc intérieur. C'est l'instant précis où l'individu se réveille, prend conscience de son noyau divin et commence le processus inverse. Le chemin du retour. C'est ça. L'objectif, c'est de remonter mentalement et spirituellement ces 7 sphères pour rendre à chaque planète la passion matérielle qu'elle nous a donnée à l'aller. C'est ce que les textes nomment la palingenesia, la seconde naissance. Tout à fait. Mais attention, cette architecture soulève souvent une énorme confusion avec d'autres courants de l'époque. Je pense notamment au gnosticisme radical. Les fameux gnostiques. Ouais. Eux, les gnostiques radicaux, ils pensaient que la matière physique, le corps, la terre, tout ça, c'était intrinsèquement mauvais. Pour eux, l'univers matériel était la création d'un dieu mineur, une sorte de démiurgie tyrannique dont il fallait absolument s'échapper. Et c'est justement là que je vois une contradiction qui me laisse vraiment perplexe en lisant nos sources. Parce que le Corpus Hermeticum, il prend clairement ses distances avec ce rejet total de la matière. Les auteurs hermétiques, ils chantent la beauté de l'univers, quoi. Absolument. Pour eux, le cosmos est une œuvre d'art parfaite, le miroir de l'intelligence divine. Mais alors, si l'univers matériel est si magnifique, pourquoi la descente de l'âme à travers les planètes est-elle décrite comme un alourdissement, une perte de conscience? C'est pas un peu illogique de glorifier la création tout en voulant s'en détacher le plus vite possible? Je comprends tout à fait la perplexité. Mais la nuance est subtile et vraiment cruciale. En fait, la mécanique hermétique ne repose pas sur une lutte morale entre le bien et le mal. Elle repose sur une échelle de densité. De densité. Ouais. Pensez à la lumière. À la source de divine, la lumière est pure, aveuglante, immatérielle. Mais au fur et à mesure qu'elle s'éloigne du centre et se propage, elle refroidit, elle se densifie jusqu'à devenir de la matière solide. Ah, je vois. Donc la matière, c'est juste de la lumière figée, en quelque sorte? C'est exactement ça. La matière physique, c'est le degré ultime de l'émanation divine. Elle n'est pas mauvaise en soi, elle est juste le point le plus éloigné de l'esprit, le plus dense, le plus obscurci. L'incarnation, c'est une épreuve d'oubli temporaire, une étape naturelle du cycle cosmique. D'accord. Le but de l'hermétiste, c'est pas de détruire ou de haïr le monde physique, mais de comprendre son code interne pour pouvoir remonter vers la lumière pure. Et pour déchiffrer ce fameux code, l'hermétisme propose quelque chose d'assez unique, je trouve. Contrairement à d'autres écoles philosophiques antiques qui privilégient la pure contemplation intellectuelle depuis un fauteuil, l'hermétisme, c'est une philosophie de l'action. On veut agir sur la matière. L'idée de base, c'est que si l'univers est connecté, on peut tirer sur certaines ficelles invisibles pour provoquer des résultats. Et boum, c'est la naissance de la magie opératoire. C'est le côté très pragmatique de la chose. Ouais. Et ça se déploie dans plusieurs disciplines. Prenez la théurgie par exemple, qui est décrite dans l'Asclépus. Les prêtres hermétiques, ils affirmaient carrément pouvoir animer des statues de divinité. Mais comment ils justifiaient rationnellement une chose pareille? Enfin, ils pensaient quand même pas qu'une pierre pouvait se lever et s'animer toute seule. Non. La méthode reposait sur une compréhension très spécifique des forces naturelles. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils fabriquaient des statues creuses. Et à l'intérieur, ils plaçaient des combinaisons extrêmement précises de plantes, de minéraux, d'encens et de symboles. Comme une recette. Voilà. Et selon leur grille de lecture, ces éléments vibraient à la même fréquence qu'une force astrale particulière. Ils pensaient que cette sympathie vibratoire créait un réceptacle parfait, un aimant cosmique en fait, qui forçait le pneuma, c'est-à-dire l'esprit céleste, à descendre et à habiter temporairement la statue pour délivrer des oracles. C'est ce qu'on appelle la magie naturelle. C'est dingue. Mais la discipline la plus iconique issue de tout ce pragmatisme, ça reste évidemment l'alchimie. Et là, le texte ultime attribué à Hermès Trismégiste, c'est la très célèbre Table d'émeraude. Le texte fondateur par excellence. C'est ça, c'est un texte énigmatique qui a été traduit de l'arabe en latin au Moyen-Âge et qui pose un postulat fondamental que tout le monde a déjà entendu, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas pour faire les miracles d'une seule chose.
Et ça, ce postulat, c'est la doctrine des correspondances. C'est l'idée que le macrocosme, l'architecture immense de l'univers, et le microcosme, c'est-à-dire le corps humain et la matière terrestre, obéissent très exactement aux mêmes lois et se reflètent mutuellement. Pour rendre ça un peu plus concret, cette idée de ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, je propose d'imaginer une plaque holographique. Oula, on passe à la technologie moderne. Exactement. Si on prend une photographie classique sur papier et qu'on la coupe en deux, on ne possède que la moitié de l'information visuelle. Le bras gauche d'un côté, le bras droit de l'autre, quoi. Logique. Mais un hologramme, ça fonctionne pas du tout comme ça. Si on brise une plaque holographique en dizaines de petits morceaux, chaque éclat, même le plus minuscule, une fois traversé par un rayon laser, projettera l'image entière. Ah, oui, c'est vrai. Dans la pensée d'Hermès Trismégiste, l'univers est holographique en fait. Un morceau de métal, une plante, le foie d'un être humain, chacun de ces fragments contient l'image de la totalité cosmique. C'est une super illustration. Et la mécanique de l'alchimie, elle repose intégralement sur ce postulat holographique, justement. Faut bien s'imaginer ce qui se passait dans le laboratoire d'un alchimiste à la Renaissance. Avec les cornues, à fumier. C'est ça, quand il allume son athanor, son fourneau, et qu'il essaye de transmuter le plomb en or, il cherche pas juste à s'enrichir pour s'acheter un château. Le plomb, dans leur système, c'est régi par la planète Saturne. Ça symbolise le poids de l'ego, la lourdeur des passions terrestres, l'âme complètement endormie. L'or, au contraire, incorruptible, pur, c'est régi par le soleil. Et ça incarne la divinité et la gnose. Donc, en fait, l'opération chimique sert de déclencheur psychologique, c'est ça, hein? C'est l'idée, ouais. La doctrine avance que les deux niveaux, la matière physique et l'esprit du pratiquant, sont profondément liés. L'alchimiste suit un protocole strict. L'œuvre noire, le nigredo, le moment où la matière noircie et pourrie dans le creuset, ça correspond à la mort mystique de l'ego de l'alchimiste. D'accord, c'est une introspection. Absolument. Ensuite, par divers lavages chimiques, vient l'œuvre au blanc, l'albédo, qui est la purification de l'âme. Et enfin, la matière rougie, c'est l'œuvre rouge, le rubédo, le moment de la transmutation finale qui équivaut à la fusion avec le divin. En clair, l'alchimiste ne transforme la matière qu'en se transformant lui-même. C'est beau, je trouve. Et cette vision du monde, elle va rester préservée pendant tout le Moyen-Âge européen. Faut d'ailleurs saluer le gigantesque travail de traduction et de recherche de savants du monde arabe, comme Jabir ibn Hayyan, qui ont gardé cette flamme allumée. Mais la grande question, c'est comment tout ce savoir hermétique a fini par exploser en Europe et déclencher l'effervescence de la Renaissance. Alors là, la rupture temporelle, elle a lieu à Florence en 1463, et ce grâce à un manuscrit grec rapporté de Macédoine. Le fameux mécène Cos de Médicis, le patriarche de la famille, en fait l'acquisition. Une trouvaille en or? Ah que oui. Il fait immédiatement convoquer son prodige, le philosophe Marsile Ficin, et à ce moment-là, Ficin, il est au beau milieu d'un projet monumental, la traduction complète des œuvres de Platon. Le travail d'une vie, quoi. Eh bien, Cosme lui intime l'ordre de tout stopper net. Laisse tomber, Platon. Littéralement. Pour cause, Platon, c'est secondaire face à Hermès Trismégiste. Il exige que le corpus hermeticum soit traduit d'urgence avant sa propre mort parce qu'il est persuadé qu'il tient là entre ses mains la source originelle de toute sagesse. Je trouve ce niveau de vénération assez fascinant. Les humanistes de la Renaissance, ils sont vraiment convaincus qu'il existe une prisca theologia, une sorte de théologie antique ininterrompue. Ils croient dur comme fer que ce Moïse égyptien a transmis son savoir à Pythagore, qu'il l'a ensuite passé à Platon, traçant une ligne directe qui préfigure même les vérités du christianisme. C'était leur façon de réconcilier l'Antiquité et leur foi, oui. Et c'est cette vision du monde en réseau, remplie de correspondances et de sympathies cachées, qui va paradoxalement nourrir les débuts de notre pensée scientifique et médicale. Oui, on a souvent tendance à l'oublier. Le médecin suisse Paracels, c'est l'exemple parfait de cette transition. Lui, il ne raisonne pas en termes de germes ou de biologie moléculaire, ça n'existe pas encore. Il raisonne en termes de signature hermétique. La théorie des signatures, oui. La théorie des signatures, en gros, ça stipule que l'apparence physique d'une plante, voulue par la nature, indique sa fonction médicale par résonance. Par exemple, il prend une noix, il constate que la coquille ressemble vachement à un crâne, et le cerneau à l'intérieur ressemble à un cerveau avec ses deux hémisphères. C'est vrai que ça y ressemble. Du coup, la conclusion hermétique s'impose toute seule. La noix est conçue par le cosmos pour soigner les maux de tête et les troubles mentaux. Implacable logique de l'époque, tout semble donc parfaitement en place. Hermès est le maître incontesté de la théologie, de la philosophie naturelle et de la médecine. Mais alors, que se passe-t-il pour que cet édifice majestueux s'effondre de manière
aussi spectaculaire, parce qu'on sait que le grand fact-check, si je puis dire, intervient en 1614. Ah, la fameuse chute. La chute d'Hermès, c'est l'œuvre d'un seul homme armé d'une grammaire, Isaac Casabon, un brillant philologue protestant qui publie cette année-là une critique textuelle absolument dévastatrice du Corpus Hermeticum. Et comment il fait? Eh bien, avant lui, on lisait le texte pour ses idées. Casabon, lui, il dissèque la forme, le vocabulaire. Sa méthode est implacable. Mais comment il parvient à prouver qu'un texte n'a pas été écrit 3000 ans plus tôt? Il craque les anachronismes. Casabon démontre point par point que le vocabulaire grec utilisé dans le corpus emploie des abstractions philosophiques et des termes techniques qui n'existaient tout simplement pas avant les écoles néoplatoniciennes. D'accord, le vocabulaire le trahit. C'est ça. Il relève des expressions hyper tardives, comme démurge ou intellectagent, et même des échos stylistiques qui copient très clairement l'Évangile selon saint Jean. Donc, par une déduction strictement linguistique, il prouve que ces manuscrits n'ont pas pu être rédigés du temps de l'Égypte pharaonique. C'est une création d'intellectuels gréco-égyptiens qui date d'entre le 2e et le 3e siècle de notre ère. C'est un bouleversement inouï. Casabon invente littéralement la méthode critique moderne, là, en fait. Et en démontrant cette falsification historique, il détruit instantanément l'argument d'autorité. Hermès Trismégiste n'est plus le vieux patriarche de l'humanité et ses textes perdent leur statut de révélation primordiale. Le mythe s'effondre. Et c'est là que réside une question centrale pour nous. Si le texte est officiellement démasqué comme une création récente et composite, en 1614, pourquoi l'hermétisme ne disparaît-il pas tout simplement dans les poubelles de l'histoire? C'est la grande magie de cette histoire. La démonstration philologique a tué l'auteur historique, mais elle n'a pas pu éradiquer la puissance psychologique de l'œuvre. L'idée était trop forte. Exactement. Le besoin d'un univers connecté, plein de sens et de magie, il était trop profond chez les gens. Alors, chassé des universités et des académies scientifiques naissantes, l'hermétisme est simplement entré dans la clandestinité. La transmission, elle est passée des savants officiels aux sociétés secrètes. Dès le XVIIe siècle, on voit émerger les manifestes de la Rose-Croix qui sont fortement imprégnés d'alchimie. Puis, on a la franc-maçonnerie spéculative qui prend le relais en s'appropriant tout un vocabulaire symbolique lié aux bâtisseurs et à l'élévation spirituelle. Et au XIXe siècle, ça continue. La société théosophique, la Golden Dawn en Angleterre, s'abreuve à ces mêmes sources. Et ça ne s'arrête pas là. Non, le mouvement occulte culmine au début du XXe siècle avec la parution du mystérieux Kybalion, ce livre écrit par des auteurs anonymes qui synthétisent l'ancienne magie en 7 principes mentaux très épurés, comme le mentalisme, la vibration, la polarité, etc. Ce qui est captivant, c'est de voir comment cette vieille philosophie mute, encore une fois, pour entrer de plein pied dans la modernité. Plus comme de la magie physique, mais comme de la psychologie et de l'art. Et en parlant de psychologie, Carl Gustav Jung, c'est vraiment l'acteur principal de cette dernière mutation. Le père de la psychologie analytique a passé des années de sa vie, mais vraiment, à déchiffrer les manuscrits alchimiques hermétiques. Ah oui, il était obsédé par ça. Et la révélation de Jung, c'est de comprendre que les alchimistes de la Renaissance, ils ne faisaient pas juste de la chimie rudimentaire. En fait, ils projetaient inconsciemment la structure de leur propre esprit sur la matière en ébullition dans leur laboratoire. C'est fou, hein? Donc le laboratoire d'alchimie n'était qu'un miroir de l'esprit, hein? Exactement. Enfin, c'est l'essence même de sa théorie. Pour Jung, le plomb représente l'inconscient obscur, refoulé, rempli de nos peurs. Le feu du fourneau, c'est l'attention thérapeutique. Et l'or philosophal final, c'est ce qu'il nomme l'individuation. L'individuation. Ouais. Le moment où l'individu intègre toutes ses parts d'ombre pour devenir un être psychologiquement complet et unifié. L'hermétisme est ainsi sauvé en devenant l'archétype ultime du voyage intérieur. Et cette idée d'un réseau invisible liant toutes les choses entre elles, elle va aussi complètement infuser la littérature. Si on lit les poètes français du 19e siècle, l'influence, elle crève les yeux. Charles Baudelaire invoque carrément le personnage dès le premier poème des Fleurs du Mal en parlant de Satan Trismégiste, savant chimiste. Ah, magnifique référence. Mais au-delà de la référence directe, c'est la structure même de la poésie de Baudelaire qui est hermétique. Le fameux poème Correspondance en est l'exemple le plus pur. Baudelaire y décrit la nature comme un temple où les parfums, les couleurs et les sons se répondent. C'est prodigieux parce qu'en écrivant cela, Baudelaire fait littéralement de l'hermétisme. Il applique à la lettre le précepte « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ».
Il n'a plus besoin de souffler sur les braises d'un fourneau ou d'animer des statues. Son outil alchimique, maintenant, c'est le langage poétique. Il utilise la synesthésie, ce croisement des sens, pour démontrer que le monde physique est une forêt de symboles pointant vers une réalité spirituelle plus vaste. Le parcours de cette idée est effectivement inouï. Parti d'un dieu égyptien de l'écriture magique, on a traversé l'hellénisme, on a nourri la philosophie gréco-romaine, on a structuré la magie médiévale, illuminé la Renaissance, survécu à la guillotine de la philologie rationnelle, pour finir par structurer la psychanalyse moderne et la poésie symboliste. Le corpus hermeticum n'a pas été écrit par un dieu antique, certes, mais sa survie relève d'une certaine manière du miracle intellectuel. C'est un voyage historique d'une résilience absolue, je suis tout à fait d'accord. Et pour clore cette plongée ensemble, il y a une perspective qui relie cette antique sagesse directement à nos préoccupations les plus contemporaines. Le philosophe Michel Foucault a magistralement analysé comment la Renaissance, baignée d'hermétisme, pensait le monde en termes de ressemblance et d'analogie cachée. La révolution scientifique et rationnelle qui a suivi a découpé le monde en petits morceaux pour l'étudier de manière très mécanique, imposant une vision stricte de cause à effet. On a pensé avoir définitivement tué la magie des correspondances. Oui, la vision d'un univers mécanique, comme une grande horloge où chaque rouage pousse le suivant, ça semblait avoir triomphé sans aucun appel de la vieille vision hermétique. Et pourtant, si on regarde ce que nous dit la physique quantique la plus avancée aujourd'hui, avec le phénomène d'intrication quantique, la science nous prouve que deux particules, même séparées par des milliards d'années-lumière, restent intimement connectées. Modifier l'état de l'une et l'autre réagit instantanément, sans aucun lien mécanique de cause à effet, sans aucun fil visible. C'est vrai que c'est troublant comme parallèle. Ne sommes-nous pas en train de redécouvrir, tout au fond de nos accélérateurs de particules ultramodernes, l'intuition poétique fondamentale d'Hermès Trismégiste, l'idée très profonde que, par-delà les apparences matérielles, ce qui est en bas est profondément, mystérieusement, comme ce qui est en haut. C'est vraiment une pensée à garder en tête la prochaine fois qu'on contemple les étoiles ou même qu'on regarde à l'intérieur de soi.